Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de cette première session d'information. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue, c'est à suivre. On en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas, les jus de fruits, mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. La production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître leur rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Le cerf-volant, à l'origine, est un serpent volant devenu serpe-volant, puis cerf-volant. Si les Français parlent de serpent volant, dans les autres pays de l'Europe, on parle plutôt de dragon volant. Les origines du cerf-volant remontent en Chine au moins 400 ans avant Jésus-Christ. Il aurait été créé par des pêcheurs ou des navigateurs experts dans la façon d'utiliser le vent. Ce 16 août, c'est une date consacrée à la célébration de la journée mondiale du cerf-volant. Je le disais dans les titres, l'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous dépensez, vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie, sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Daniel Josué Sosa nous donne plus de précisions à travers ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Ainsi de suite. Maintenant, lui, il ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je vais entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité.
C'est un secteur qui se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Il s'agit du maraîchage. Une partie de la population se dirige vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Une méthode pas sans conséquences, nous dit Josué Daniel Sosa dans ce reportage. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguenon, agronome, nous en parle. Sur la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé
pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Sur le continent, plus précisément au Congo-Brazzaville, je vous propose maintenant de suivre le témoignage de 2 habitants de Kouilou qui ont travaillé la terre pour nourrir leur famille. Depuis quelques années, les récoltes sont compromises. Pour une partie de la société civile, c'est l'exploitation du pétrole qui rend les sols de plus en plus infertiles. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Dans le village de Tchikanou, Pambo Rufin ne reconnaît plus ses champs. Depuis plusieurs années, les cultures pourrissent et il n'arrive même plus à récolter de quoi manger. Regardez comment les bananes tombent d'elles-mêmes avant maturité. Et dès que les bananes sortent, les arbres tombent. Nos mères nous ont élevés grâce aux travaux champêtres, mais aujourd'hui ça ne tient pas. Difficile d'avoir du manioc, des bananes et même l'eau est polluée. L'agriculture était jadis l'activité principale des habitants de la région. Aujourd'hui, beaucoup, comme Sylvie, doivent se rendre à Pointe-Noire pour s'approvisionner. Ce manioc que je viens d'acheter à Pointe-Noire, c'est pour 3 ou 4 jours et après, je suis obligée de revenir. Sinon, c'est trop dur avec les enfants. Pour l'Église catholique et une partie de la société civile, l'insécurité alimentaire à laquelle font face les communautés locales est due à l'exploitation pétrolière. Mais les multinationales comme Eni Congo n'ont jamais reconnu publiquement leurs responsabilités. On a fait une étude des sols qui prouve que ces sols sont très acides depuis qu'on a commencé avec l'exploitation pétrolière. Eni Congo a proposé de changer les boutures de manioc, mais les communautés nous disent que ça ne marche pas. Il y a toujours ce problème de pourrissement de manioc. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les vraies solutions. Le phénomène n'est pas circonscrit. On ne comprend pas pourquoi. Dans la zone du Kouilou, là où on exploite le pétrole, il y a ces problèmes. Et là où on n'exploite pas le pétrole, il n'y a pas de problème de pourrissement de manioc. En attendant qu'une solution durable soit trouvée, Sylvie et les autres habitants prennent leur mal en patience. Les gens de la société Eni ont sacrifié notre village et nous ont mis dans la souffrance. Les champs au village sont un vrai gaspillage. Et c'est la même chose pour les boutures de tubercules. La direction générale d'Eni Congo ainsi que le ministère des Hydrocarbures n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. C'est la fin de cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.